ça, je vais évoquer mon gros défaut par rapport au Snyder Cut. C'est que du coup, le film adapte le comics, du coup, comme j'ai dit, de Justice League Origins de Geoff Johns, où en gros, tu as en une seule nuit, tu as les paradémons qui arrivent, qui kidnappent des humains. Dans ce film-là, c'est à peu près la même chose. T'as les paradémons qui kidnappent des humains, sauf que là, c'est pas pour les transformer en paradémons, c'est pour qu'ils leur disent où sont les Mother Box. Donc t'as ce côté-là, et t'as Batman et Green Lantern qui doivent créer la Ligue des Justiciers en une nuit, alors que dans ce film-là, c'est beaucoup plus exploré, beaucoup plus développé, c'est bien meilleur dans ce film-là. Mais il y a et le méchant de ce film-là, c'était Darkseid, qui se faisait battre comme une merde, alors que là, c'est beaucoup mieux de mettre Steppenwolf, car ça évite de décrédibiliser Darkseid en tant que grand méchant, justement. Donc je trouve que ce film est meilleur que le comics qu'il adapte, malgré tout, quand même. Mais il y a un truc que j'aimais bien dans le comics, et c'est très dommage qu'on l'ait pas, et c'était prévu, donc j'en veux pas à Snyder. Il faut savoir que les paradémons, en fait, ce sont des... Quand Darkseid conquiert un monde, il kidnappe des humains ou des aliens, ça dépend du monde qu'il conquiert, et il les transforme en paradémons. Donc les paradémons, c'est des zombies, en fait. C'est des morts vivants. Et en gros, c'est des morts vivants qui sont transformés par Darkseid dans des cocons, en fait. Et en gros, dans le comics Justice League que je vous ai évoqué, c'était le point majeur du film. C'était que Darkseid était en train d'élargir son armée en kidnappant plein d'humains pour créer des paradémons. Et on avait des scènes assez creepy. Justement, on voyait Batman regarder des cocons, essayer de libérer des humains. C'était vraiment très viscéral de voir ces humains transformés en zombies, presque en monstres. Donc ça, c'était vraiment... Et dans ce film-là, on l'a à aucun moment. On ne l'a à aucun moment. On voit jamais un humain se transformer en paradémon, alors que même dans la version de Whedon, on a un petit moment, au moins, où t'as un humain qui se transforme en paradémon, justement. Ce qui était... Au moins, on avait ça. Mais le problème... Bon, déjà, je crois que ce point était de Snyder. Je suis déçu qu'il l'ait enlevé, malgré tout, vu que du coup, j'aurais au moins qu'on l'ait au moins une fois, ce côté, les paradémons sont des humains. Surtout que c'est très intéressant de se dire que les paradémons dans le Nightmare, ce sont tous les habitants de la Terre qui restent, tous les humains de la Terre qui ont été transformés en monstres, en fait. Donc quand tu dis ça, tu dis que c'est très violent et très triste. Donc je trouve ça très dommage qu'on n'ait pas exploré ça. Et justement, Snyder avait prévu de faire une scène où Batman allait dans une base, dans une usine. Justement, je crois que c'était la scène de l'usine, mais que Snyder a remodifié depuis, et du coup ça nous a mené à ce qu'on a dans le film. Il va dans l'usine, en fait, dans le tunnel, et il voit plein d'humains dans des cocons, en fait. Et donc ça aurait été une scène horrifique. Batman aurait affronté tous ces humains transformés en paradémons, et ça aurait été presque un film d'horreur, justement. Vraiment, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas eu cette partie des paradémons qui se transforment en humains, d'humains qui se transforment en paradémons, ce côté presque horrifique, presque la mouche, des humains qui se transforment en démons, presque Cronenberg. C'est dommage, et j'en veux surtout à Warner, parce que Snyder ne pouvait pas refaire une telle scène avec des petits reshoots, malheureusement, donc je lui en veux pas du tout. Mais Warner, vous venez de nous enlever un tel potentiel d'horreur et de... Surtout que ce film-là est rated R, donc on aurait eu cette scène dans cette version-là, donc je trouve ça tellement dommage. Surtout que c'est un point majeur des comics, donc je trouve ça dommage que Warner ait dit non, alors que c'est un point majeur du comics qu'ils adaptent justement dans ce film. Mais bon, c'est à cause de Warner, c'est des bâtards. Et c'est aussi pour ça que je dis que le Snyder Cut n'est pas un film qui a 100% de liberté créative, hein, clairement, vu que le film a été fait sous la supervision des producteurs John Berg et Geoff Johns, qui ont ordonné à Snyder de mettre de l'humour. Et du coup, Snyder a mis l'humour. Par exemple, la scène d'intro avec Aquaman, tu as Batman qui dit à Aquaman, est-ce que tu parles au poisson? Cette scène a été coupée du film. Il faut savoir que Snyder a coupé toutes les blagues, en fait. Mais si Snyder avait eu à faire le film qu'il voulait, je pense qu'on aurait eu des scènes un peu plus différentes que ce qu'on a eu, et pas juste des simples coupes. Donc comme je vous le dis, on n'est pas dans un film avec une 100% de liberté créative, on est dans un film avec 80% on va dire de liberté créative après pour le Snyder Cut en fait, mais pas pour le Justice League de 2017 qu'on aurait dû avoir de Snyder. Parce que même, je vous le dis, on verra plus tard, mais même pour faire le Snyder Cut, il y a eu quelques contraintes, et ça je vous le dirai plus tard. Ensuite on a la scène de la flèche, qui aussi le film devait faire 2h30 pour une salle de cinéma, que j'aurais coupé en grande partie également. Mais sinon, en tant que version longue, c'est très intéressant de voir tout le procédé des Amazones, vraiment préparer la flèche d'Athéna, donc on est à fond sur le côté mythologique encore une fois, cette flèche vraiment qui va jusqu'au temple de Grèce, etc. Ça c'est une très belle scène, qui explore à fond le côté mythologique des Amazones, et ça marche très bien également, donc très belle scène également. Et donc on a aussi la scène du coup où Diana découvre la flèche à la télé, justement, où elle est en France, elle bosse à Paris, dans un musée à Paris, et donc bien sûr, si on devait faire un film de 2h30, j'aurais coupé toute la partie où t'as le gars qui parle à Diana pendant des heures, en français, et j'aurais juste mis le côté, il y a une invasion qui arrive, et Diana vient de le remarquer, donc voilà, Diana est au courant qu'il y a une invasion qui arrive, et donc elle est au courant que ses sœurs ont été attaquées par une menace,
Donc ça marche bien. Et donc on revient à Star Labs et on découvre Ryan Shaw, qui est le collègue de Silas Stone. Et Ryan Shaw, qui c'est le futur Atom, et vous pouvez voir sa chemise qui est bleue avec des quadrillages rouges. Donc le code couleur de Atom, justement. Et on en parlera bien plus tard de Ryan Shaw, parce que c'est un personnage qui aurait dû avoir un avenir chez Snyder, justement. Et donc on reste un peu sur ce côté enquête, kidnapping des paradémons, avec ces dessins, avec le fait qu'on nous montre les dessins des paradémons, justement. Vraiment les dessins des gens qui ont vu les démons, et donc le fait que comme dans les comics on confonde les paradémons avec Batman, mais ça on le verra surtout avec Gordon après. Ensuite on nous a entendu Cyborg de manière un peu frankensteinien, justement, de dos, avec une voix un peu plus vibrante que plus tard dans le film. Plus dans le film il évolue, plus sa voix est moins vibrante et un peu moins creepy, justement, à Cyborg. Donc on sent le côté un peu Frankenstein qui est très bien exploré pour Cyborg, avec son père qui est un peu le Frankenstein, et lui le monstre de Frankenstein. Donc ça marche assez bien dans cette petite scène qui nous réintroduit Cyborg. Ensuite, on a cette magnifique scène qui n'était pas dans la version de Whedon, où Diana, dans un beau, magnifique soleil couchant, va dans le temple et retrouve la flèche, et donc va découvrir l'histoire de la guerre de Darkseid, en fait. Elle découvre là les Atlantes, les Amazones, les humains, les Green Lanterns, qui s'étaient réunis pour affronter l'armée de Darkseid et l'avoir battue. Et je trouve que c'est une magnifique introduction pour Darkseid de faire du showdown tale, en fait, de jamais l'évoquer, par exemple avec Steppenwolf qui dit qu'il espère que son maître sera satisfait de lui dans la scène d'avant, et là bim on nous montre une muraille de Darkseid, en fait, sans nous l'évoquer. Vraiment une introduction vraiment, mais quelle est cette entité, quel est ce personnage, en fait. Donc c'est une très bonne introduction à Darkseid également. Ensuite, on a, pour rester cohérent, comme cette scène-là montrait la guerre entre les Amazones et les Atlantes contre Darkseid, bah là, bim, on est dans une scène où Aquaman, un Atlante, demi-Atlante, une scène qui n'était pas forcément, que j'aurais peut-être aussi coupée également si je devais faire un film pour le cinéma, puisqu'elle n'est pas très vraiment nécessaire, cette scène où Aquaman sauve le pêcheur. Et donc, Aquaman sauve le pêcheur, c'est magnifique visuellement, on voit vraiment Aquaman est vraiment en contre-plongée. Non, il est en plongée, justement. Aquaman est en plongée et on le voit de haut. Vraiment, le gars, il sort de la mer, il est illuminé par le ciel à la fois. C'est un magnifique plan. Et donc, Aquaman sauve ce gars-là. Et donc, on sent que Aquaman trouve les humains un peu débiles, malgré tout, qu'il est à la fois demi-humain, demi-atlante, mais il a sa place dans aucun des deux mondes. Donc, il prend sa bière, il s'en va, il veut pas être près des humains. Donc, on sent ce côté, il n'a pas sa place. Et tu as ce magnifique plan, qui avait un peu l'air d'être une pub pour L'Oréal, à la base, qui marche un peu mieux là, avec cette chanson un peu plus mélancolique, justement, qui parle de royaume, de roi, et qui le correspond parfaitement, du coup, donc une chanson qui n'est pas hasardeuse, avec ce magnifique plan, même si cette scène, je l'aurais aussi coupée si je devais faire un film de 2h30, parce qu'elle est assez longue, en ralenti, avec ce plan assez, avec le fait que tu as la mer qui sorte, le fait qu'il y ait la terre d'un côté, et la mer de l'autre, et donc on sent que la mer s'échappe sur lui, en fait, donc on sent le côté divisé du personnage, avec à la fois un côté terre, un côté mer, en fait. Et ensuite, ce magnifique plan, où la mer l'emporte, justement, l'avale. Donc ce côté un peu divin, le fait qu'il s'en va de manière mystérieuse, de manière mystique, un peu. Il va à Atlantis, et déjà, ça a une meilleure gueule que les vieux reshoots de Whedon à Atlantis qui étaient moches. Donc Aquaman va à Atlantis, et donc c'est complètement justifié pourquoi il va à Atlantis. Il va dans les ruines d'Atlantis, et cette version d'Atlantis, elle est assez belle, en fait. Snyder, c'était intelligent pour que Snyder puisse laisser la liberté artistique au réalisateur d'Aquaman, James Wan. Il n'a pas mis Atlantis dans ce film, mais il a montré les ruines de ce qu'était Atlantis avant, les ruines de l'Atlantis du monde, de la surface, d'il y a des milliers d'années, qui s'est écroulé aux eaux. Et donc ce qu'il a trouvé, et donc on voit Aquaman se détendre en regardant le roi Atlan, la statue du roi Atlan, et donc on a toute cette symbolique de Aquaman qui regarde le trident, puisque bien sûr il est destiné à être le roi pour les prochains films qui étaient prévus de Snyder, mais au final il est devenu pour Aquaman, donc au final il est quand même devenu roi, et ce build-up a eu une résolution du fait qu'ils veulent être roi. Et là on voit enfin Vulko, qui n'était pas dans la version de Snyder. Vulko qui est un peu l'entraîneur de Aquaman, qui est joué par l'excellent Willem Dafoe. Et donc on sent vraiment qu'Aquaman, après nous avoir montré qu'Aquaman avait du mal avec les habitants des humains de la surface, on sent qu'il a du mal avec les Atlantes, vu qu'il s'embrouille avec Vulko, vu qu'Aquaman ne veut absolument pas assumer sa place, ne veut absolument pas affronter la guerre des Atlantes, et Vulko est en train de l'engueuler pendant tout le truc. Donc oui, après moi je suis pas un grand fan de l'idée des bulles de Snyder, parce que Snyder voulait rester réaliste, pour lui c'est absolument inconcevable que des gens parlent dans l'eau, vu que pour parler on a besoin d'air, ce qui est vrai, mais c'est vrai que ça reste un principe des comics, le fait que les Atlantes parlent dans l'eau, donc c'est un truc que j'ai un peu du mal, mais c'est une direction artistique comme une autre, hein, tout simplement. Surtout qu'au final on sait que les Atlantes communiquent un peu comme des dauphins sous l'eau, ce qui est plutôt stylé malgré tout, mais voilà, je suis pas forcément pour ça, et ça me déplaît pas que dans Aquaman on revienne aux Atlantes qui parlent sous l'eau par exemple. Donc bref.
Donc voilà, donc on sait donc comment Aquaman obtient son trident, le trident de sa mère et son armure pour le film du coup. Donc ça c'est complètement corrigé par rapport à Justice League. Et donc voilà, Vulko dit à Aquaman d'aller à Atlantis, donc c'est complètement cohérent de pourquoi Aquaman ira à Atlantis où il affrontera Steppenwolf pour sauver Mera, dans une scène plus tard. Ensuite, on va développer Steppenwolf, enfin. Et donc développer ce personnage, on nous introduit le personnage de Desad, qui est un peu le maître de torture de Darkseid, c'est son bras droit, un gars à capuche, un peu machiavélique, on en reparlera plus tard dans la partie personnage. Et j'aime beaucoup la direction artistique de Apocalypse, en fait, des gadgets de ces personnages, que ce soit le design de l'armure de Steppenwolf, très, très symétrique, très détaillé, les paradémons qui sont un petit peu à l'effigie de Darkseid, avec le logo Omega, et l'hologramme, l'espèce d'hologramme un peu en feu, démoniaque, vraiment un espèce de truc qui fond mais qui est vivant. L'hologramme l'idée de l'hologramme un peu en métal est très bien trouvée et ça donne vraiment une véritable identité aux Atlantes, aux Apocalypsiens. Et je parlerai des ambitions de Steppenwolf bien plus tard dans la partie personnage, donc j'y reviendrai pas tout de suite. Mais oui, Steppenwolf est bien meilleur que la version cinéma, bien sûr. Et au moins il a une motivation et on comprend totalement ce qu'il fait pour le coup. Et bien sûr, on sent qu'on est dans un univers extrêmement large, dans le sens où on sait qu'il a conquis des milliers de mondes, et donc qu'on est vraiment dans un monde DC Comics, avec plein de planètes, plein d'univers, etc., des aliens. Et quand il dit pas de lanternes, pas de kryptoniens, on sent vraiment le côté DC, quoi. On sent que les lanternes, ils sont très connus dans l'espace, parce que c'est la police des espaces, parce que c'est la police de l'espace, donc les Green Lanterns sont craints, les kryptoniens sont craints, c'est pour ça justement que Steppenwolf est là, parce que Superman est mort, justement. Donc voilà, on sent le côté quand même mythologique de l'univers d'ici, rien que par des petits dialogues, et ça marche très bien. Ensuite, on est dans le hangar Wayne. Dans le hangar Wayne, on découvre le Flying Fox, le nouveau vaisseau de Batman, qui va être un peu la petite base de la Ligue pour la fin du film. Et donc, on nous a trouvé un peu la relation avec Bruce et Wonder Man, ce qui est plutôt cool. Et donc là, on va voir l'histoire du coup de la guerre contre Darkseid d'il y a des milliers d'années. Et là c'est giga cool vu qu'on voit plein de personnages de l'univers d'ici, on voit Zeus enfin. À mon avis Zeus est brun parce que Zeus est souvent dépeint comme étant blond ou cheveux blancs ou les cheveux blancs. Alors que là il est dépeint comme un brun, je pense déjà c'est pour qu'il se ressemble à Shazam déjà, avec cette espèce de cape un peu rouge, c'est juste ce côté brun et le fait que les pouvoirs majeurs de Shazam proviennent de Zeus. On a Athéna et on a Ares. Ares, je trouve dommage qu'il n'ait pas non plus son visage des comics avec son fond noir autour de son casque, mais ils ont voulu rester cohérents avec le film Wonder Man, et donc c'est plutôt la faute du film Wonder Man. Donc ils ont mis le visage de l'acteur David Tullis sur l'acteur, et donc on a un Ares cheaté encore plus stylé que dans Wonder Man avec ce casque à cornes. Et j'aime bien les caractéristiques des dieux qui ont des bras un peu en fusion, donc qui les rend spécial, le fait qu'ils soient plus grands que les humains, largement plus grands également. Et on a aussi le Green Lantern de Yalan Gur qui est dans les comics. Yalan Gur dans les comics c'est le tout premier Green Lantern connu du secteur 2814, et le secteur 2814 c'est le secteur de la Terre en fait. Donc c'était le Green Lantern de la Terre. Et j'aime bien ce Green Lantern parce qu'on dirait vraiment un Green Lantern des temps anciens. Il n'a pas de masque dans les yeux, il a juste du maquillage en fait, par exemple, et il a vraiment un habit très préhistorique, et donc j'aime beaucoup cette version préhistorique de Green Lantern et c'était très cool de la voir. Et on retrouve aussi Antiope qui était morte dans Wonder Man 1, on retrouve Hippolyta, les Amazones, on retrouve les Atlantes avant qu'ils soient effondrés dans l'eau, vu que là ils ont une armée de bateaux et de flottes, du coup donc c'est plutôt cool, on est vraiment dans un univers vraiment DC Comics. Bon, pour chipoter un peu, j'aurais peut-être mis des Martiens, des Tanagariens, des Kryptoniens, mais ça reste giga cool d'avoir toutes des réunions de tellement d'univers en une seule scène d'ailleurs. Et on a l'introduction de Darkseid qui se fait très bien de dos, et puis on voit sa main, la caméra se met en plongée et on voit le grand Darkseid, vraiment avec ce côté un peu diable justement, vu qu'il y a son vaisseau qui se met derrière lui tel des ailes de démon en fait, tel Satan. Donc il y a vraiment ce côté un peu symbolique de Snyder qui le dépeint comme un diable, comme un démon bien sûr. Donc on a ça, et donc on a derrière ça qui veut essayer de récupérer l'équation anti-vie. Également avec les petits Desad, je les appelle les Desad, les prêtres qui ressemblent vraiment à Desad également à des Desad un peu plus secondaires. Et donc ils vont essayer de faire l'unité qui sera le truc central de Justice League, vu que Steppenwolf va essayer de reproduire cela. Et d'ailleurs la formation de l'unité forme le logo Omega, parce que ça... Tu vois, donc c'est plutôt cool de voir vraiment la mythologie d'Apocalypse dans des petites scènes comme ça, de voir la technologie de Darkseid, de son monde, sans qu'on voit son monde justement. Et donc là on a la guerre qui commence. Comme j'ai dit, l'une de mes déceptions de cette scène, c'était le fait qu'on n'ait pas vu le gars se transformer en paradémon qu'on avait dans la version de Whedon, par exemple. Et oui, on a aussi l'armée des hommes, bien évidemment, également. Des hommes. Après, c'est un truc absolument pas réaliste, hein, parce que comment des hommes auraient pu... Comment des Africains, des Asiatiques, des Européens salis en préhistoire, ça n'a aucun sens, bien sûr, mais c'est les comics et il se fait plaisir, quoi. Sinon, autre défaut que j'ai par rapport au Green Lantern Yalan Gur dans cette scène, c'est que
La version de Whedon, il matérialise, il fait des, comme tous les Green Lantern, il fait des matérialisations, il crée des marteaux verts, etc. Alors que dans cette version-là, il tire que des lasers, en fait. Et ça m'a un peu déçu, j'aurais aimé qu'il soit à fond dans le côté Green Lantern, quoi. Pas juste il tire des lasers, mais il matérialise des formes, quoi. Donc ça, c'était l'une de mes déceptions également. Mais sinon, la scène, je la trouvais un peu courte, malheureusement, je m'attendais à plus long, mais ça reste une putain de scène magnifique visuellement, exceptionnelle. Vraiment Darkseid qui tue des gens, qui tue le Green Lantern, qui lui coupe la main. Vraiment, ça me filme à côté du Green Lantern de Whedon où il se fait juste embrocher, là, il lui coupe la main, c'est la mort du Green Lantern version Rated R, là. C'est la version la mort du Green Lantern version Snyder, et ça c'est stylé aussi. Et puis on a l'anneau qui s'en va parce qu'il va chercher un nouveau porteur, et c'est cool, et Darkseid qui veut l'avoir également. Donc voilà, mais Darkseid n'a pas pu avoir l'anneau malheureusement. Imaginez Darkseid dans le Green Lantern, comment il serait puissant. Et là Darkseid se fait botter le cul par les dieux, du coup, par Zeus, et puis surtout par Zeus, par Athéna, par le roi Atlan, du coup le roi Atlante. Et surtout par Arès. Comment Arès a fait pour être si cheaté dans ce film-là, mais pas dans Wonder Man, quoi. Là, il lui a quasiment coupé le bras, frère. Je sais pas pourquoi. Mais Arès était génial dans cette scène et c'était cool de la voir également. Putain, c'est vraiment un film d'ici, quoi. Il y a Arès, il y a le Joker, il y a Deathstroke, il y a Lex Luthor, il y a les personnages de tous les horizons, quoi. C'est génial. Et donc voilà, Darkseid est battu. À mon avis, le petit défaut que j'aurais à évoquer, c'est le fait que Darkseid soit un peu sous-coté à cause de cette scène pour le reste du film, justement. Parce que Darkseid, il est introduit en tant que perdant, et justement, j'aurais aimé qu'il nous précise dans le film que Darkseid est devenu beaucoup plus puissant depuis cette scène, qu'il était plus jeune, qu'il s'appelle Uxas dans cette scène, même si là aussi dans ce film, à aucun moment on l'appelle Uxas, d'ailleurs, donc ça aussi c'est un petit défaut aussi, donc ça me dérange aussi un petit peu, et le fait que on nous dise pas qu'il est devenu plus puissant entre ce combat-là et Justice League, justement, et que, entre-temps, il a acquéri le pouvoir des rayons Oméga, et le fait qu'il soit maintenant imbattable, maintenant. J'aurais aimé qu'il nous dise ça, comme ça on aurait peut-être été plus terrifié par Darkseid, parce que le fait qu'à aucun moment on nous montre que Darkseid est devenu qu'on nous précise que Darkseid est devenu plus puissant que dans cette scène, ça nous rabaisse Darkseid, et du coup, Darkseid, on a plus une allure peut-être de pétard mouillé que de grand méchant après cette scène. Même si je trouve qu'ils arrivent quand même à rééquilibrer la chose en nous montrant vraiment Darkseid de manière badass dans le reste du film, et vraiment de manière iconique, quoi. Donc ça marche bien. Donc on a la victoire, et donc les humains, tous les différents camps se partagent la boîte de manière assez cool. On a le cameo de Reporter qui fait la voix de Darkseid d'ailleurs, qui est plutôt stylé. On a vraiment des manières inventives avec le poulpe sur les boîtes, l'espèce de truc un peu astronomique des Amazones avec la lumière pour protéger la boîte. C'est vraiment très stylé au niveau c'est très inventif, c'est très cool. Bon, par contre les humains ils ont pas le truc le plus inventif, ils le foutent sous la terre, mais bon. C'est les humains, vois-tu. on est les plus cons, on a peu de moyens. Et voilà, donc c'était vraiment une très très cool scène en général, même si comme vous avez vu, j'ai des trucs à reprocher, tu vois. C'est pas un film parfait, c'est-à-dire que je suis pas le gars, je suis très content de voir ce film, mais il y a quand même des défauts et je les développe justement. Et donc on a cette fameuse séquence où Diana et Bruce parlent que l'âge des héros doit revenir comme dans cette scène de flashback, bien sûr, et la partie 3 sur la backstory de Flash qui est introduit, avec déjà Central City avec attention, réduisez la vitesse, donc assez méta par rapport à Flash qui est le gars le plus rapide du monde. Et donc on sent que Flash c'est un personnage qui cherche un boulot, qui veut bosser pour les chiens. J'ai trouvé la rencontre avec Iris un peu surréaliste. La relation amoureuse, genre, ils ont eu le coup de foudre, mais j'ai trouvé ça un peu surréaliste, je dois l'avouer. J'ai trouvé ça un peu... ça va vite quand même, le coup de foudre, ils se regardent après. On verra comment ils vont développer tout ça dans le film Flash, vu que heureusement Kiersey Clemons reviendra en Iris West dans le film Flash, justement. Donc voilà, Barry est introduit, et là, on a le fameux accident d'Iris West par rapport au camion. Un camion, d'ailleurs, le camion s'appelle... que je retrouve ça. Le camion s'appelle Gardner Fox, et Gardner Fox, c'est le créateur de Flash, justement, et de la Justice League. Donc très bel hommage au créateur de la Justice League, d'ailleurs. Et donc voilà, et là, on a cette magnifique scène poétique, avec une musique poétique, justement. Vraiment, on sent vraiment une scène très mignonne, en fait. Avec Flash, avec une scène magnifique où il tord le verre avant de le casser, il court lentement, il sauve Iris, il la prend doucement, avec du coup, Snyder a dit que Flash peut pas porter les gens. Il doit les prendre doucement parce que sinon, à cause de la vitesse cinétique, à cause de l'énergie cinétique, les gens seraient désintégrés, quoi. Donc il la prend doucement, donc il y a vraiment ce côté très poétique. Et en plus, avec ça, ce côté-là rajoute encore plus ce côté doux, touchant, attendrissant dans cette scène qui est très belle, je trouve. Et puis même le coup de la saucisse ne nuit pas à la scène, surtout que c'est une référence au fait que Flash, l'une des premières fois dans un comics que Flash voit en ralenti, il voit des saucisses en ralenti justement. Surtout qu'en final, je pensais que c'était une vieille blague de merde en fait, mais en fait la saucisse va bien servir pour les chiens tout à l'heure du coup. Donc oui, c'était une très belle scène, et ça marche très très bien. Cette scène d'introduction de Flash.
Ensuite, on nous introduit aux Atlantes. La seule déception que j'ai avec, déjà, contrairement à la version de Whedon, où en fait, on aurait dit que Steppenwolf savait où étaient les boîtes, en fait. Steppenwolf, il allait dans chaque endroit, il prenait son temps, il était à l'aise, il allait à chaque endroit, il trouvait les boîtes, alors que là, dans cette version, il ne sait absolument pas où sont les boîtes, et là, c'est complètement justifié. Pourquoi les boîtes sont trouvées? Parce que Steppenwolf, parce que les paradémons sentent l'odeur des boîtes, en fait. Et donc, Steppenwolf va donc interroger les Atlantes. Le seul défaut que j'ai avec cette scène, c'est que j'aurais bien aimé que les Atlantes suffoquent. Dans la version de James Wan, ça a été bien précisé que les Atlantes, que seuls les Atlantes de sang royal pouvaient respirer sur Terre et que les autres Atlantes mourraient sur Terre. Donc j'aurais bien aimé avoir une scène encore plus cruelle où t'as les Atlantes qui suffoquent, mais qui suffoquent à fond, tu vois. Mais sinon cet interrogatoire est plutôt cool avec cette petite référence à Starro et qui aussi nous montre encore plus la technologie d'Apocalypse aussi, ce qui est cool également, où t'as cette étoile de mer qui se met, plus araignée mais bref, étoile de mer violette et bleue, exactement comme Starro, l'étoile de mer géante, que Steppenwolf utilise donc. Donc j'aime bien, mais je pense à mon avis c'est un hommage à Starro, parce que Starro dans les comics est le tout premier ennemi de la Ligue, en fait. Donc c'était un bel hommage au tout premier ennemi de la Ligue, et donc c'est une technologie assez stylée, cette étoile robotique. Peut-être on peut se dire que les habitants d'Apocalypse se sont inspirés de cet alien pour créer cet engin, donc c'est plutôt cool. Et oui, c'est stylé, ça, encore une fois, ça élargit l'univers. Et ensuite on a cette belle scène, même si après là je trouve c'est vrai que là au niveau du montage on est dans des scènes qui ont un peu rien à voir, là je l'avoue. Il y a quand même des problèmes de montage dans ce film, je trouve, il y a des scènes qui se raccordent pas forcément. Et là on a cette belle scène où t'as Lois qui regarde tous ses souvenirs avec Clark, une scène simple, efficace, où elle prend sa cape, du coup qu'elle a gardée avec elle, qui fait beaucoup penser à la scène au plan culte des comics de la mort de Superman, où Lois pleure en prenant la cape de Superman justement. Donc rien pour ça, cette scène est cool, du coup. Et j'aime l'arc de Lois, mais on en parlera en général quand on sera sur les personnages, l'arc de Lois. Ensuite, on a Wonder Man et Bruce qui vont recruter qui vont partir recruter Flash et Aquaman. Le seul truc que j'aurais à reprocher, c'est que à mon avis, ce serait plus logique que ce soit Batman qui recrute Cyborg, parce que Cyborg habite à Gotham alors que Flash est à Central City. Mais bon, après oui, en termes de relations, c'est plus logique de mettre Batman avec Flash et Wonder Man avec Cyborg, mais c'est un petit détail et ça reste un petit défaut à mon avis en termes de cohérence, à mon humble avis. En ce qui concerne la recrute de ce personnage, et là, grosse origin story pour Cyborg qui a un magnifique moment de quasiment un quart d'heure. Déjà on voit Cyborg, cet ancien joueur de basket, Victor Stone, voir ses enfants jouer au basket également, c'est très touchant, ça marche bien. Et puis on a ce flashback vraiment pur Snyder avec de la neige, des ralentis à foison. Et il faut savoir que c'est le fils de Snyder qui a chorégraphié cette scène. Donc cette scène a énormément de valeur pour Snyder vu que c'est une mère qui voit l'amour de son fils et c'est Snyder qui demande à son fils de l'aider à faire une scène également, donc il y a ce côté très, très beau, et c'est vraiment une magnifique scène, cette scène-là. Et Snyder avait dit d'ailleurs que dans BVS, parce que dans BVS il y avait un match entre Gotham et Metropolis, je crois, qui d'ailleurs mettait en place le combat Batman et Superman, où Gotham avait perdu parce que justement Victor Stone n'était plus là, vu qu'il avait déjà eu son accident justement. Alors que là justement dans cette scène il gagne. Pour rester un peu dans le côté cyborg, on découvre que Victor est aussi un hacker et qu'il a aidé des gens en fait. Il aide des gens dans sa classe en fait. Donc on découvre vraiment que Victor c'est un gars qui a un bon fond et qui veut faire la justice, peu importe les moyens pour la mener quoi. Donc on sent vraiment que c'est un bon gars et cette scène comme j'ai dit de basket est magnifique. Et on a bien sûr cette scène un peu classique. C'est un peu le classique des comics de Cyborg, c'est que sa mère est là, elle est contente pour elle, mais le père est jamais là. Le père, lui, il fait ses expériences scientifiques, il est au laboratoire, lui, il s'en fout, le père, un peu. Il s'en fout un peu de son fils, et justement, c'est ça le principe du personnage. C'est que la mère meurt de l'accident. Là, justement, la scène d'après, tu as la mère qui meurt de l'accident, et justement, Cyborg d'ailleurs fait ce geste-là pour protéger sa mère, et c'est le même geste qu'il fera quand il voit son père mourir plus tard, donc il y a un petit parallèle sympathique. Et c'est une scène extrêmement triste, vu que justement, t'as sa mère, Elinor Stone, qui dit que j'ai tellement hâte de voir qu'est-ce que tu vas devenir à l'avenir, et bim, elle meurt juste après, quoi, donc c'est assez horrible. Donc c'est vraiment un côté très très, je l'ai dit 500 fois, mais c'est vraiment ça, très 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 viscéral voilà, du film, et vraiment on sent vraiment les impacts, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique à quel point c'est triste quoi, on est triste dans ce film, et là t'as le père qui vient voir Victor qui n'a plus de bras, qui n'a plus de jambes, c'est giga triste, et on sent Victor qui a tout fait pour le sauver justement. Et justement, c'est ça le principe du personnage de Cyborg, c'est que sa mère était intéressée par lui quand il était Victor, parce que sa mère meurt, et son père est intéressé à lui quand il devient Cyborg, parce que il devient un objet scientifique, quoi. Et donc, t'as la fameuse cassette vidéo qui va être très importante pour la suite du film, bien sûr, où son père lui laisse cette cassette, et c'est là qu'on découvre. Et c'est aussi là que vous savez que Ray Fisher devrait peut-être jamais revenir en tant que Cyborg. C'est aussi là que c'est cette scène qui me dit c'est peut-être pas grave qu'il revienne plus à cause de tout ce qui se passe chez Warner, pardon.
en off. Moi, Cyborg, moi aussi, j'ai toujours été mitigé par le fait que Cyborg soit dans la ligue, parce que Cyborg, ça a toujours été un perso un peu secondaire, c'est Teen Titan, etc. Mais dans cette scène qui est géniale, il apprend à voler, il sauve des... Il voit qu'il contrôle absolument tous les engins technologiques du monde. Il rentre il se crée un avatar de lui-même et il rentre dans son propre système. Il rentre dans le système du monde entier. Et d'ailleurs, ce plan-là est magnifique. Il y en a beaucoup qui ont trouvé que cette scène faisait un peu fake, mais ça va pas déranger dans le sens où il est dans un programme, donc ça va pas trop déranger ce côté un peu fake, justement. Et vraiment, on voit que Cyborg peut changer l'argent, peut changer l'économie, peut sauver des vies. Et tu as cette magnifique scène très touchante. Déjà tu as vraiment le monde du Technoverse, on va dire ça, du Technoverse, qui élargit également l'univers de DC Comics, et qui montre à quel point Cyborg est puissant, c'est un dieu comme les autres, c'est le dieu de la technologie. Le gars, il peut créer un krach boursier sur la planète entière en un claquement de doigts. Donc il est très puissant, et là j'aime beaucoup cette scène où il regarde la mère, qui s'appelle Linda Reed, je crois, qui est un personnage des comics, mais d'ailleurs avait dit que c'était un pur hasard, vu que c'est un personnage des comics qui n'a rien à voir, qui a un rapport avec Green Arrow, donc oui. Et donc c'est une très belle scène, où Cyborg voit cette femme qui est très heureuse avec son fils, qui fait tout pour l'aider, mais qui n'a pas les moyens financiers. Et là, tu as Cyborg qui lui offre de l'argent, et qui vient la voir en personne, la voir heureuse, justement. Cyborg devient heureux en regardant les autres gens qui sont heureux, et donc c'est magnifique, c'est très beau de le voir sourire, et malgré tout, on n'oublie pas son état physique quand il y a des gens qui le regardent bizarrement, vu que Cyborg est aussi un gros représentant des personnages à handicap, également. Donc Cyborg a une énorme thématique en lui, et on en parlera dans la partie personnage, bien évidemment. Ensuite, on a le paradémon qui essaye de retrouver la boîte, et on a les habitants de Gotham qui le voient, qui voient le paradémon, mais le paradémon se foire. Du coup, ensuite, à la scène où Henry Allen parle à son fils, disant que ne te fais pas chier pour moi, vis ta vie, etc. Et c'est une très belle scène, aussi assez violente, dans la manière où t'as les gardes qui le récupèrent à la fin de la scène de manière un peu violente, alors que, puisque nous, on sait qu'il est innocent, mais eux pensent que c'est un criminel qui a tué sa femme, hein, justement. Mais oui, c'est une très belle scène, et c'est dommage que Billy Crudup ne sera pas dans le film Flash, malheureusement. Mais bon, ça reste un personnage qu'on a vu assez peu dans le Snyder Cut, malgré tout, donc c'est pas un énorme gâchis non plus, mais c'est dommage, ils avaient une très belle alchimie en seulement 2 scènes, Ezra Miller et Billy Crudup. Et puis ça reste une belle référence au Dr Manhattan, puisque Billy Crudup est un acteur, avait joué le Dr Manhattan pour Snyder de Watchmen, justement. Donc c'est un peu dommage, et là, directement en transition à Central City, dans le petit repère de Flash, où il rencontre Batman, du coup, la musique avec une musique assez spéciale, un peu techno de Joe Kinsell qui marche bien. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais le thème de Cyborg très monotone, qui fait tac 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 tac, mais avec une mélodie derrière qui change entre temps, marche très très bien, avec ça prend vraiment le côté robotique, mais à la fois il est robotique, mais à la fois il y a de l'épicness en lui, il y a de l'évolution, donc il est à la fois robotique et humain. Donc j'aime beaucoup le thème de Cyborg musical. Donc là, t'as Batman et Flash qui se rencontrent, et ça me fait vraiment penser un peu la relation que Batman et Flash ont dans le dessin animé La Ligue des Justiciers, où Batman c'est un peu le gars mature, alors que Flash c'est le gars un peu bête, un petit peu. Donc on a un peu ça avec Flash qui déconne, et donc t'as Batman qui voit que c'est un génie en fait, comme lui, puisque Batman est un milliardaire qui connaît tout, et donc il voit que son costume est très 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 développé pour un costume made in home, on va dire. Et puis t'as des petites références aux comics quand Flash dit qu'il est très doué en patin à glace, référence à Captain Cold, quand il dit qu'il sait parler la langue des gorilles, référence à Gorilla Grodd, et quand il dit qu'il est juif, ce qui est le cas dans les comics, il est bien juif. Donc on joue aussi dans ce côté diversité avec le fait que Flash soit juif également, sans que ce soit forcé, vu que c'est un dialogue, c'est juste un dialogue comme un autre, quoi. C'est pas je suis juif, tu vois, c'est juste. Donc c'est bien fait. On est sur un casting plein de diversité, mais c'est pas forcé, c'est très bien fait. Et ensuite, t'as cette séquence où il jette le batarang, où Batman découvre qu'il est le Flash. Et donc t'as Flash qui veut avoir des amis, donc il va accepter directement d'être avec Batman. Et là t'as ce gros placement de produit avec la voiture Mercedes. Mais le truc le plus beau de cette scène, c'est le You Are Not Alone, où tu as ce placement de produit de la FSP qui est en fait l'association de suicide que Snyder défend en hommage au suicide de sa fille. Donc au final, c'est un très bel easter egg. Ensuite, on a une très cool scène aussi, très belle scène, je trouve aussi très cool, entre Alfred et Diana, parce qu'Alfred, c'est vraiment le personnage qui est plus habitué à voir des femmes, vu que Bruce en amène quasiment jamais. Et donc, t'as cette scène où t'as Alfred qui est le British, qui sait faire du thé, tu vois, et qui apprend à Diana à faire du thé, mais ça reste une scène importante dans le scénario, parce que c'est ça qui nous présente les fameux gants que Batman va avoir pour tout le reste du film, qui lui permettront de résister aux attaques de Superman, par exemple,
Et c'est dans cette scène que Cyborg va contacter Wonder Man justement. Donc oui, c'est une très belle scène touchante entre Wonder Man et Diana. Entre Wonder Man et Alfred, on instaure presque que Diana sera peut-être la petite amie de Bruce Wayne justement, donc c'est plutôt cool. Et Alfred veut ça justement. Alfred veut que Bruce Wayne ait une vie privée, quoi. Donc, mais ce Alfred, il est génial. Jeremy Irons, c'est de l'or, franchement. Donc ensuite, on a la rencontre entre Cyborg et Diana qui a été changée par Whedon, je ne sais pourquoi, parce qu'il n'y a pas trop de différence, à part le petit fuck the world de Cyborg. Mais oui, c'est une relation qui marche bien, on en parlera dans la partie personnage, mais c'est une relation qui marche bien entre les deux personnages, justement. Donc voilà, très belle scène également. Ensuite, on est sur la scène où Cyborg revient dans la tombe de sa mère et de lui-même, et où il enterre la Mother Box dans sa tombe, du coup, et donc il y a quelque chose de symbolique, vu que c'est cette Mother Box qui lui a redonné la vie. Donc, entre guillemets, il met ce qui lui a donné la vie dans sa tombe, du coup, donc c'est assez paradoxal. Donc c'est aussi une cool scène, petite scène sympathique. Et donc là, tu as Ryan Shaw et Silas Stone, du coup, qui sont en train d'étudier quelque chose qui sera important dans le film, c'est le fameux rayon laser. Le fameux rayon laser que Silas va utiliser pour se sacrifier à la fin du film, qui teste sur des débris kryptoniens. Donc toutes les scènes ont une importance dans le film également. Donc on a Silas qui se fait kidnapper par les paradémons, que j'aime bien avec une petite mise en scène de manière horrifique, qui marche très bien également, avec le paradémon derrière lui. Et ensuite on nous a introduit James Gordon, J.K. Simmons, Impérial. C'est un parfait James Gordon, et je prie pour qu'on le revoie dans ce rôle un jour, parce que on l'a vu trop peu, mais cet acteur c'est du caviar. Donc on sent vraiment le côté vraiment Gotham, c'est vraiment le GCPD des comics, avec des criminels de partout, c'est un peu le bordel. C'est le Gotham qu'on aime, quoi. Et donc tu as Crispus Allen c'est son collègue, et Crispus Allen c'est un détective de Gotham dans les comics également. Mais c'est aussi le personnage qui devient le super-héros Spectre dans les comics, l'un des personnages qui devient le Spectre dans les comics. Donc encore un personnage qui élargit l'univers d'ici, encore une fois. On sent le crossover. Donc vraiment, ça fait vraiment penser aux comics, du coup, aux comics Justice League Origins, où on est à fond dans le côté enquête où comme dans les comics, t'as les gens qui confondent Batman avec les paradémons, justement. Alors que non, Batman n'est pas un paradémon. Mais oui, cette scène avec James Gordon est très cool. Ensuite, on a la fameuse rencontre entre Diana et Barry. Vraiment, Barry a du mal est un peu gêné par Diana parce qu'il la trouve très jolie, et ça, il le retira plus tard. Et donc, on a cette scène cool où il y a le bat signal qui arrive, et vraiment, on a un petit... Tu vois, il y a quand même de la légèreté dans le film. C'est pas sombre, il y a vraiment... On garde ce côté viscéral, mais l'humour est bien placé. Ça reste efficace, je trouve. Ensuite, on a la scène d'action dans les débris de l'ancien Atlantis, où tu as la nouvelle Mother Box qui se réveille. Et donc, tu as Mera qui parle avec un espèce de langage dauphin avec les autres Atlantes, ce qui est plutôt stylé, on va dire, à mon sens. Et donc il y a Steppenwolf qui arrive, et c'est la guerre. C'est la guerre, ça se fight. Et la scène est plus longue et plus cohérente que la version de Whedon, où il y avait plein d'incohérences. Et j'aime beaucoup l'ajout supplémentaire par rapport à cette scène, c'est vraiment j'aime beaucoup ce moment où t'as Mera qui essaie d'enlever l'eau de tout le corps de Steppenwolf, et donc jusqu'à que ça lui enlève son sang, vu que le sang est composé d'eau. Du coup ça a été un très cool moment. Et ensuite il y a Aquaman qui arrive pour affronter Steppenwolf, du coup, et c'est une cool scène également, hein. Bon, ça aurait pu être mieux, parce qu'Aquaman je le trouve pas non plus très dynamique pour un gars qui est un Atlante, alors que Steppenwolf lui ne l'est pas, peut-être. Mais ça, c'est une cool scène où Steppenwolf gagne, du coup. Et ensuite, à cette discussion entre Mera et Aquaman, qui est à peu près la même que dans la version ciné, il y en a beaucoup qui ont gueulé parce que Mera avait un accent britannique et pas américain. Ce qui voulait dire donc que Snyder avait toujours prévu de lui faire un accent britannique, alors, et que Amber Heard a dû refaire tous ses dialogues en studio avec l'accent américain, du coup. Je trouve ça dommage, parce que justement, l'accent britannique, ça rajoute vraiment ce côté royal, justement, ce côté vraiment monarchique. Je trouve ça dommage qu'on ait enlevé ce côté-là, donc c'est triste pour l'accent anglais de Amber Heard. Je ne parlerai pas de l'actrice. Ne me faites pas chier avec elle, s'il vous plaît. Je suis objectif, là. On est objectif, on parle du personnage et pas d'Amber Heard. Voilà. D'ailleurs. Par contre, il y a des incohérences par rapport à Aquaman, vu que dans Aquaman, son père à Mera est vivante, alors que dans cette scène-là, elle dit clairement que ses parents sont morts et que Atlana, la mère d'Aquaman, a pris soin d'elle ensuite. Petite incohérence avec Aquaman, encore une fois. Donc on sent qu'il y a eu des réécritures avant le tournage d'Aquaman, ou avant des reshoots pour Aquaman. Du coup, donc, ensuite il y a Cyborg qui voit le bat signal et qui donc va aller rejoindre la Ligue enfin. Et ensuite tu as Steppenwolf qui va créer sa base en Russie, qui parle à Dessad, etc. Et qui va donc retrouver la nouvelle Mother Box.